Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Late et Smart, ravi de vous retrouver ce jeudi soir. Durant une heure, on va tenter, non pas ce soir particulièrement, on ne va pas commenter l'actualité du jour ou du moment. Nous allons parler relations internationales notamment et du rôle de la place de la France sur la scène internationale à l'occasion de la publication chez CNRS Éditions de ce livre, La France dans le monde, dont effectivement le directeur est l'un de mes deux invités ce soir. Malgré tout, comme chaque fois, on va essayer d'organiser l'émission autour de deux débats principaux, autour de deux questions principales. D'abord, la France dans le monde avec à partir de son économie, c'est quand même un petit peu notre matière ici à Bismart. La question posée sera son économie, l'économie de la France, sert-elle ou dessert-elle l'influence du pays sur la scène internationale. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, toujours autour de cette idée de ce questionnement autour du rôle et de l'influence de la France dans le monde, on s'interrogera sur les conséquences de cette crise, et au-delà de cette crise économique et sanitaire, de cette séquence 2020-2021 dans laquelle nous sommes, sur précisément ce statut de la France. Comment le pays va-t-il sortir de cette séquence 2020-2021, donc avec le sanitaire évidemment, l'économique évidemment, mais aussi le changement d'administration des États-Unis, le changement de ton de la Chine vis-à-vis de l'extérieur, le Brexit entré dans les faits, etc. Bref, voilà. Est-ce que toutes ces actualités changent ou non cette question, ce statut de la France dans le monde? Mes invités ce soir, donc pour commencer, je le disais, Frédéric Charillon, bonsoir. Vous êtes professeur en sciences politiques, spécialisé dans les relations internationales, vous enseignez à l'université d'Auvergne, à l'ENA et à l'ESSEC notamment, et vous avez donc dirigé ce livre que je présentais, La France dans le monde, aux éditions du CNRS. À ma droite, Grégory Vanel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie internationale, vous enseignez à Grenoble École de Management. Merci à tous les deux d'être là. Tout de suite, avant ces deux questions majeures évoquées dans le sommaire qui vont nous occuper l'essentiel de l'émission, la petite question impérative. Avant de parler de la France dans le monde, un petit détour par Wall Street où depuis hier, c'était l'un des thèmes de l'émission hier, c'est donc introduit en bourse sur le marché Nasdaq Coinbase, qui est donc la principale plateforme de trading de crypto-monnaies dans le monde, avec une valorisation spectaculaire. On attendait les 100 milliards de dollars, finalement ils n'ont pas été atteints, enfin ils ont été atteints, dépassés, puis finalement ça s'est calmé dans la fin de journée. Une valorisation autour de 85 milliards de dollars pour une boîte créée en 2012, c'est pas mal. A fortiori qu'une boîte qui prélève une commission, c'est juste un broker sur l'échange de crypto-monnaies dont certains se demandent encore si c'est quelque chose de bien réel. Cela dit, une fois que vous êtes coté en bourse, vous êtes entré dans l'économie réelle pour le coup. C'est un petit peu comme si le capitalisme avait réintégrer ce monde des cryptos et de la blockchain. En tout cas, c'est la première, c'est un élément qui est de nature à faire entrer encore plus dans le grand public ces questions de crypto-monnaie, de bitcoin et de blockchain. J'ai écrit là, en bas de l'écran, Coinbase, ça raconte quoi pour vous, Grégory, toute cette séquence? Alors encore une fois, c'est pas le fabricant de pelles, mais c'est celui c'est de la ruée vers l'or. C'est celui qui permet de s'échanger. Voilà le nouvel, certains disent l'or de demain, la nouvelle valeur refuge, pourquoi pas. Comment vous interprétez à la fois le fait que ce soit une valorisation incroyable, on parle quand même c'est quand même cette entreprise vaut quand même plus cher que les 3 banques françaises réunies pour son premier jour de cotation. Et qu'est-ce que ça dit sur l'avenir des crypto-devises de la blockchain? Alors j'allais faire la même allusion que vous sur les revendeurs de pelles et les revendeurs de pioches, parce que le Bitcoin reste quand même assimilable à un actif qui est plutôt un actif de type matière première. Alors ce que ça raconte là-dessus, c'est qu'il vaut mieux être le revendeur plutôt que celui qui a la pelle et qui va chercher le Bitcoin. Mais au-delà de ça et au-delà de la seule question des crypto-monnaies, en fait, ça révèle surtout qu'on a tellement d'épargne dans le monde que le moindre petit objet de spéculation va devenir extrêmement utile pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de valoriser leur capital, parce que je vous rappelle que les taux d'intérêt sont négatifs sur la dette publique, qu'ils sont quasiment à zéro sur tout le reste, et que donc on vise sur quoi ? Excusez-moi, sur le plumage des poulets, c'est-à-dire sur les autres qui vont venir avec nous, et le but du jeu sera de sortir le premier. Et donc ça ressemble furieusement, encore une fois, à un jeu que Keynes a théorisé,
qui est connu, c'est le chapitre 12 de sa théorie générale. Hein. C'est en gros le jeu du concours de beauté. Et donc le but du jeu est de trouver non pas celle qu'on trouve la plus jolie, mais celle dont on pense que les autres pensent qu'elle est la plus jolie. Et il se trouve que cette entreprise a l'air très très jolie pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Alors, elle a quand même une particularité, cette entreprise, c'est qu'elle gagne de l'argent. Contrairement, c'est sur des brokers, effectivement, donc, oui, elle gagne de l'argent. Oui, elle a une marge, elle gagne d'ailleurs, enfin en tout cas dernièrement, beaucoup d'argent. Tout ça, c'est le monde un peu de Wall Street, c'est le monde des États-Unis. On est totalement absent, hein, l'Europe, et particulièrement sur la crypto. On n'est pas totalement absent sur la blockchain, mais bon, globalement, c'est quand même un monde qui se passe pas chez nous. Est-ce que, voilà, quel est votre regard? Vous avez travaillé, on va en parler longuement, sur la France dans le monde, sur voilà ce type d'opération, ce type d'événement, Frédéric? D'abord sur les crypto-monnaies, parce que c'est encore une fois la question de la souveraineté des États. Ouais. Donc quand il y a eu le projet de Facebook, de Mark Zuckerberg, de faire quelque chose qui au début devait s'appeler Libra, puis bon, a évolué avec ça, on a bien vu les réticences des États. Alors là, on est en plus dans une... Alors, je ne suis pas économiste du tout, donc je laisse mon collègue économiste qui, lui, sait de quoi il parle sur ce sujet, moi beaucoup moins, mais du point de vue plus politique. On est dans une période déjà compliquée, où on ne sait déjà pas quels vont être les lendemains sur le plan économique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce type d'introduction de monnaie nouvelle va être un facteur de modernisation et peut-être, pourquoi pas, permettant d'amortir un certain nombre de chocs, ou est-ce qu'au contraire, ça va contribuer à l'anarchie générale? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est de savoir quels instruments les États peuvent garder pour contrôler tout ça. Ils devraient contrôler tout ça, parce que le Bitcoin, effectivement, on est passé de Coinbase au Bitcoin, mais c'est légitime. Le Bitcoin, c'est un projet politique, hein, c'est un projet libertarien, enfin, je veux dire, de défiance vis-à-vis des États centraux, etc. Et donc, c'est volontairement assumé comme tel, au sens où ce serait plus moderne, précisément, d'avoir ces circuits financiers un peu parallèles qui ne sont pas contrôlés par les grands méchants États. Enfin, en tout cas, du point de vue des promoteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le fossé. Là encore, je regarde tout ça de loin, avec vraiment le regard du généraliste, hein, souvent avec beaucoup de réserves, mais c'est le fossé entre l'innovation extrêmement rapide de ce type de moyens de paiement ou de transactions et autres, et d'épargne, hein, Grégory le rappelait tout à l'heure, et en même temps l'extrême méfiance des consommateurs au bout de plus d'un an de crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des choses très nouvelles, mais alors pleines de risques. Il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui a tout perdu d'un coup à la suite d'une fausse manip sur Internet parce qu'il se fait piéger par un site. Voilà, donc il y a quand même des nouveaux types de paiements, d'instruments, mais en réalité à haut risque et pour une petite élite quand même, sinon geek, en tout cas plus que geek, très très introduite dans ces questions-là. Et puis de l'autre, ou alors qu'on ait moyen de perdre un petit peu de leurs actifs. En tout cas, voilà. C'est des choses qu'il faut vraiment très bien connaître et savoir où on met les pieds. Et puis de l'autre, on a toute une population mondiale qui se demande ce qui va lui arriver, avec dans les pays un peu plus riches, une épargne qui gonfle parce qu'effectivement, avec le confinement, on a moins de possibilités de consommer aussi. Moi, c'est ce type de fossé qui m'intéresse, entre d'un côté des États un peu aux abois, de l'autre des populations, des opinions qui sont très très prudentes compte tenu du contexte, et puis des moyens d'innovation qui vont être forcément réservés à des petits groupes très précis. Une illustration supplémentaire de la fracture entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, de la fracture numérique, selon vous aussi, vous diriez dans cette direction, Grégory? On est sur le Nasdaq, ce serait on ne demande pas à Mme Michu d'en acheter, hein, vous avez raison. Mais bon, ce ne serait pas la première fois aussi qu'une entreprise est introduite sur le Nasdaq et quelques semaines plus tard s'effondre. Je veux dire, faut aussi prendre un peu de recul historique. Souvent, au moment des introductions, notamment sur le Nasdaq, on fait de l'entreprise en question le nouveau Google, très très souvent, notamment si c'est dans le secteur numérique. Attendons de voir. On ne va pas tirer des conclusions au bout de 24 heures, vous avez bien raison. En même temps, voilà. En revanche, le fondateur, il a récupéré 13 milliards de dollars. Hein. C'est déjà pour lui une bonne opération. Tant mieux pour lui. Allez, tout de suite, on revient au cœur de notre sujet dans l'émission ce soir, le rôle, la place, l'influence de la France dans le monde.
La France dans le monde, c'est donc le titre de ce livre écrit aux éditions du CNRS sous votre direction, Frédéric Charillon. J'ai appelé cette première moitié d'émission « L'économie sert-elle ?» sous-entendu ou dessert-elle l'influence et la place de la France dans le monde. C'est pas la plus grosse partie de votre livre, l'économie, et ça veut dire est-ce qu'il faut en tirer des conclusions pour lancer le débat? Je regardais l'actualité du jour par rapport à ce qui était susceptible d'accréditer ou pas notre discussion. Ce matin, dans les Échos, il y avait un classement mené par le BCG, une grande firme de conseil d'origine américaine, Boston Consulting Group, qui, voilà, titre des Échos, aucune entreprise française ne figure dans le top 50 des plus innovantes au monde. Regardez le tableau, c'est juste les 10 plus innovantes. Alors, on parlera de la méthode 2 secondes après. Apple, Google, Amazon, etc. Il y a 7 entreprises américaines, une coréenne, une japonaise, une chinoise. Est-ce que précisément la France, la question du déclin, du déclassement dans l'absolu ou relatif est évidemment au cœur de l'interrogation sur ce déclin, au cœur de votre livre. Spontanément comme ça, est-ce que vous mettriez l'économie française dans la colonne des plus ou dans la colonne des moins par rapport à la contribution au rayonnement du pays? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'est vrai que l'économie n'est pas au cœur du sujet, peut-être pour une raison consciente et une raison peut-être inconsciente aussi. La raison consciente, c'est que cette collection procède toujours de la même manière, c'est qu'on essaie de voir tous les facteurs. Non, il y a plein de choses intéressantes. C'était pas un reproche. Je sais bien. Non, mais la société, la politique, l'économie. Donc ça fait partie des trois qu'on traite. Mais là où vous avez peut-être raison, c'est que peut-être inconsciemment, je suis le reflet de ce travers assez français de cloisonnement universitaire entre disciplines, qui fait qu'il y a peut-être beaucoup d'économistes qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique et surtout beaucoup de politologues qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'économie. Donc vous avez parfaitement raison. Non, et en même temps, sur le sujet, on peut comprendre que, voilà, à part dans le luxe, et puis peut-être dans quelques sujets industriels, on n'a pas le sentiment que, globalement, l'économie française soit en plein boom. C'est un vrai sujet. Alors, je dirais que, comme ça, spontanément, je le mettrais quand même dans la colonne des plus, parce qu'on n'est pas n'importe quelle puissance économique. On fait quand même partie des pays les plus forts économiquement du monde. Cela dit, après, en termes relatifs, et compte tenu de la catégorie dans laquelle on souhaite jouer, ça peut passer dans la colonne des moins. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a toujours ce débat en permanence, mais qui est normal, sur la relativisation croissante de la place du rang économique de la France, parce que tout le monde le dit, tout le monde le voit, ça ne va pas s'améliorer dans le classement. Après, notre économie, encore relatif. Notre économie peut s'améliorer, elle peut se renforcer, etc. Mais on sait bien que l'Inde, maintenant on est à peu près dans le classement des PIB nominaux. On est soit en train d'être dépassé, soit déjà dépassé, soit bientôt dépassé par l'Inde, toujours à peu près au même niveau que la Grande-Bretagne, etc. Mais que l'Inde va finir par passer devant de façon assez permanente, et d'autres aussi. Donc ça accentue cette idée de déclin. Ça, c'est vrai que c'est une raison un peu compliquée à gérer. L'autre raison, c'est qu'on est toujours comparé au sein de l'Union européenne à l'Allemagne, qui, elle, est assez clairement devant nous, qui, elle, est la 4e puissance économique du monde, un petit peu derrière le Japon et beaucoup derrière États-Unis et Chine, et que nous sommes quand même assez loin, et ça pèse politiquement. C'est-à-dire quand aujourd'hui vous rencontrez des gens en Asie, en Afrique, etc., pour eux, il est clair que la puissance, l'autorité même européenne, c'est l'Allemagne, pour des raisons économiques. On en est conscient, et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons qui a conduit, il y a quelques années, c'était à l'époque Laurent Fabius qui était ministre des Affaires étrangères, à intégrer le commerce extérieur sous la tutelle du Quai d'Orsay, parce qu'il y avait une grosse réflexion sur cette situation dans laquelle l'Allemagne devenait de fait une autorité politique par son rayonnement, par le rayonnement de sa force économique. Donc, de ce point de vue-là, ça joue un petit peu contre nous. Maintenant, souvenons-nous quand même qu'on n'est pas économiquement n'importe quelle puissance non plus, on n'est quand même pas si mal loti. Première question, première réponse, voilà, comme ça, non pas à chaud, mais sans forcément rentrer dans le détail. Est-ce que l'économie française, selon vous, Grégory, elle sert ou elle dessert le poids, le rôle, le statut de la France dans le monde? Alors, il y a une autre dimension à la dimension, on va dire, relativiste. On se compare, comparatiste. Il y a aussi la question de la trajectoire du système économique en lui-même. La France, c'est quand même le pays qui a inventé les systèmes de protection sociale. Alors évidemment, qui les a généralisés, ceux d'avant-guerre, notamment américains et anglais, à travers le programme national de la résistance, et puis la mise en œuvre de toute une série de dispositifs qui aujourd'hui en font un pays qui est quand même assez résistant face au Covid quand même. Et donc il y a aussi des points positifs
quand on est à l'étranger, quand on vit à l'étranger, quand on rencontre des étrangers qui vivent en France, une des premières actions qu'ils vont nous dire, effectivement, la question de l'entrepreneuriat, la question de la liberté économique est peut-être un peu moins présente en France. En revanche, la question de la protection, à la fois individuelle et collective, elle est très très forte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans votre question, à mon avis, il est lié au terme influence. Influence pourquoi ? À mon avis, là, la question qui se pose aujourd'hui dans le siècle qui vient, c'est la question de la transition écologique. Il y en a d'autres, mais celle-ci, en matière économique, elle est absolument essentielle. Et pour le coup, à la fois l'Europe et la France ont une carte à jouer. Alors, il se trouve que la spécialisation française n'est pas forcément, disons, facilitatrice de cet effort de transition écologique. Quand bien même ce serait à Paris que les accords de Paris aient été signés, je rappelle que la France a décidé de rallonger pour 10 ans l'utilisation de ces centrales nucléaires avec un petit risque. Je rappelle que la France... C'est pas un sujet sur le climatique, là, il y a un sujet éventuellement du risque. La spécialisation française pose problème sur cette question-là. Je rappelle que la France est spécialisée... Ça a retardé cette spécialisation française dans le nucléaire, le développement des renouvelables. C'est ça ce que vous voulez dire. En tout cas, ça retarde toute une série d'investissements qui devraient être faits ailleurs. De la même manière, on peut s'interroger quand même sur le fait que la France est le seul pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin. C'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Je ne suis pas en train de dire que le vaccin... Là, vous nous mettez dans l'actualité, c'est plutôt la moitié de l'émission, Grégory. Mais vous avez... Et puis la dernière chose qui me semble, qui me semble un petit peu structurante, c'est que, disons, nous nous sommes spécialisés finalement sur des activités qui sont des activités qui dépendent grosso modo de la demande extérieure. Évidemment, l'aviation, l'avionique, évidemment le luxe, évidemment les produits agricoles, en particulier les alcools et spiritueux. Et en fait, l'influence de la France, de ce point de vue-là, si on en restait stricto sensus à la question économique, elle est plutôt fiscale. C'est-à-dire qu'en règle générale, depuis une centaine d'années, on est très fort pour inventer de nouveaux systèmes d'imposition. Et en général, on les impose. Et là, de ce point de vue-là, il y a une perte d'influence. C'est aux États-Unis que ça se passe aujourd'hui. C'est aux États-Unis qu'on parle de fiscalité aujourd'hui. On en reviendra dans la... Et je termine là-dessus. Il y a aussi les hommes, il y a aussi les individus. Alors, le poids démographique, évidemment, est très limité. Mais il y a aussi les idées que portent certains individus. Aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui, les économistes français qui ont une voix qui porte sont ceux qui s'intéressent aux inégalités et à la fiscalité. Évidemment, Thomas Piketty en tête. Alors, c'est pas forcément l'université américaine qui est le... Certes, mais l'influence de la France, elle passe aussi par ça. Et pas seulement par des champions nationaux ou des technologies. Elle passe peut-être aussi par une réflexion d'ensemble collectif sur l'avenir de nos systèmes économiques. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, vous distinguez, c'est intéressant, effectivement, l'influence intellectuelle de la France sur les questions économiques notamment, de l'influence au sens combien de milliards, quoi. Absolument, combien de millions, en même temps, on n'est pas convaincu, mais que tous les pays, tous les habitants d'Asie se disent « Waouh, la France demain, ils vont nous... » alors qu'à l'inverse, nous, Européens et particulièrement Français, on voit effectivement les Asiatiques devenir aussi riches que nous, ce qui n'était pas le cas quand j'étais étudiant et que j'allais voyager là-bas. Donc là, effectivement, là, on parlait de déclassement relatif, évidemment. Là, il y a un sujet. Les classements, ce n'est pas que des classements, c'est aussi une réalité quand on voit que, voilà, on a pu être des rois du pétrole quand on voyageait, c'est moins le cas maintenant. Ça, c'est quelque chose de concret aussi, Grégory, non ? Oui, et puis on est peut-être un peu moins attractif. Alors, encore une fois, quand on regarde les classements, un classement qui est intéressant, c'est le classement en termes de productivité. Est-ce que vous savez qu'on est systématiquement dans le top 3 mondial ? Ah oui, parce qu'on est ceux qui travaillent en moins. Extrêmement productif parce qu'elle est en santé et qu'elle est qualifiée. Je veux dire, concrètement, ça, c'est un avantage. Oui, mais l'output, il ne dépend pas de la productivité. C'est productivité multipliée par heure de travail. Là, on peut se poser des questions, c'est encore une fois sur les stratégies à long terme du politique. Mais peut-être que je déborde un petit peu sur la thématique suivante, mais il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. Par exemple, on se coupe de nos étudiants étrangers en augmentant les frais de scolarité, à l'université. Voilà un exemple parmi d'autres. Oui, mais vous me parliez de l'université américaine. Vous me parliez de l'université américaine, Grégory, c'est la plus chère du monde. Certes, mais on aurait pu se spécialiser sur devenir la Dacia de l'université. Devenir le low cost. On le fait pas. Devenir le low cost de l'enseignement. On a des agences d'attractivité des investissements étrangers qui, en gros, construisent des indicateurs qui disent qu'elles sont les plus fortes. En fait, on les a mises en concurrence et à la fin du jeu, tout le monde va à Paris, en fait.
Donc voilà, tout cela est très très désorganisé. On a mis en concurrence toute une série de dispositifs et d'institutions. Il y a un millefeuille administratif là derrière qui est en soi pas un problème si c'est coordonné, mais il n'y a pas de coordination. Donc voilà, c'est aussi un effet derrière. Et l'économie, c'est pas que les entreprises, c'est aussi la politique économique, c'est aussi la formation professionnelle, j'insiste. C'est aussi tout ça. Oui. Frédéric, l'auteur de la partie sur l'économie, j'ai oublié son nom, insiste, et donc sous votre direction, insiste sur effectivement ce qu'évoquait Grégory au début, c'est-à-dire que la problématique de la France, c'est la compatibilité entre son modèle social qui fait des envieux évidemment, et la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, la mondialisation financière, mondialisation du commerce, ça reste le nœud un peu gardien à Mais je pense que Grégory a parlé d'influence et c'est la question clé. C'est-à-dire que et d'abord il faut que nous-mêmes en France nous définissions ce concept d'influence. Je crois que c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on veut que nos outils économiques, que notre façon de gérer, que notre management, que notre modèle, dans des tas de domaines, soient encore influents? Et je crois qu'il faut qu'on passe à une influence beaucoup plus proactive, ce que notre économie pourrait permettre de faire, moyennant sans doute quelques réformes. Mais on ne peut plus peser par une influence qui est héritée du passé. Ou en tout cas de moins en moins, si on peut, parce que ça importe encore pour beaucoup de gens. La culture française, le luxe, bien évidemment, la littérature, etc. Et même en économie, les grands champions internationaux, nous en avons, c'est important. Mais maintenant, tout le monde a bien compris qu'on était dans une période qui allait bouger énormément. Il va se passer, là, il y a eu une accélération du fait de la crise sanitaire. Cette accélération, on l'avait déjà arrivé avant. Donc on va être tous obligés d'innover pour peser encore dans le monde et pour être encore influent. Être influent, pour moi, ça veut dire quand même amener d'autres acteurs à changer de comportement ou de discours pour davantage aller dans le sens de nos intérêts, sans pour autant, évidemment, ni les menacer, ni les intimider, ni exercer de contraintes. C'est-à-dire les convaincre, en réalité, de changer de comportement ou de s'aligner, pas s'aligner au sens péjoratif, mais d'être en tout cas convaincus par nos arguments, parce que ça va dans le sens de nos intérêts, et leur faire comprendre que ce sont des intérêts mutuels. En économie, évidemment, c'est aussi très très important. Et pour ça, il va falloir qu'on innove. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir cette posture qui consiste à dire mais enfin nous sommes la France, mais nous sommes le luxe, mais nous sommes le champagne, mais nous sommes le vin, mais nous sommes et puis on a. C'est pas les domaines les plus. C'est vrai, mais la compétition est très rude maintenant. On dépend nous-mêmes beaucoup de marchés extérieurs pour tout ça, donc il faut trouver des façons innovantes de renforcer l'image aussi de la France dans ces domaines. Et ça, en ce moment, ce qui est très rémunérateur, si je puis dire, c'est de montrer qu'on est innovant et montrer qu'on est en pointe. Pas forcément qu'on a un passé glorieux. Voilà. Et là, il va falloir des réformes, c'est sûr. À propos d'influence, la une du Figaro Économie ce matin, Paris en campagne pour réviser les règles du déficit. La crise a balayé les repères, nous dit le quotidien, a fait exploser la dette. Bref, pour Emmanuel Macron, les seuils de 3% et de 60%. 3%, c'est 3% du PIB pour le déficit public. 60%, c'est du PIB également pour la dette. C'est donc les critères du pacte européen de stabilité et de croissance, appelé vulgairement les critères de Maastricht. Il reste à convertir les Européens à la réforme. Est-ce que la France, justement sur cette question de l'influence, en matière, on parle de politique, notamment de politique budgétaire au sein de l'Union européenne, est-ce que la France, qui est probablement sur les 30 dernières années, en tout cas depuis Maastricht, depuis l'établissement de ces critères, un des pays qui les a les moins bien respectés, est la mieux placée, toujours sur des sujets d'influence, selon vous, pour influencer les autres, pour dire c'est plus les bons critères? Votre sentiment, Grégory? La capacité de ralliement des autres gouvernements, des autres chefs de gouvernement. C'est une espèce de crédibilité personnelle. La question de la crédibilité est importante, mais je souligne immédiatement le double discours entre le président de la République et son ministre de l'économie, qui annonce la semaine dernière un trend d'augmentation des dépenses publiques de 0,4%, ce qui est un effort gigantesque demandé quand les 10 dernières années, l'augmentation des dépenses publiques était supérieure à 1%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 5 ans, trajectoire budgétaire de l'effort qui est demandé, d'une part, et d'autre part, elle était où la France quand la Grèce était en difficulté? Au bout du fil. François Hollande, je crois, était assez actif sur ce sujet. C'est gentil de demander le ralliement des autres quand nous, on est en difficulté. Ouais. Quand les autres étaient en difficulté, en fait, on n'a rien fait. Donc sur la Grèce peut-être pas. Bon, sur l'Espagne, le Portugal. On a quand même plaidé la solidarité européenne sur la Grèce. Oui, mais bon, là où d'autres plaidaient la discipline. Voilà. Donc
Je trouve que c'est un peu une solidarité à géométrie variable qu'on est en train de demander. En revanche, sur non, les mais là, c'est structures... pas un appel à la solidarité pour nous, pauvres Français, c'est un appel à changer les règles. En revanche, sur les structures, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Dieu merci que la France était en déficit les 10 dernières années au niveau de l'Europe. Qui aurait consommé les produits européens? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a surtout de consommation en Europe. Il n'était pas en Allemagne. Donc heureusement que la France a pris à sa charge ça. Heureusement que la France a des dépenses militaires qui font qu'il y a quand même un petit peu une défense en Europe. Ça, c'est sûr, c'est le fait qu'on a le plus gros budget dans l'Union. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose qui est discuté par les autres. Donc il y a aussi les actes. Le discours, c'est bien, mais bon, on ne va pas comparer avec quelque chose qui est incomparable. Mais les États-Unis, quand ils mettent sur la table 3 000 milliards, bah, effectivement, à la fin du jeu, vous êtes influent, quoi. Effectivement. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais donc là, on refait le lien entre l'influence et les milliards. Alors, on fait le lien et la puissance absolue. On fait le lien entre la vision qu'a l'État de des structures économiques qu'il souhaite à moyen long terme, les moyens qu'il y met. Et là, déjà, de ce point de vue-là, il y a un petit hiatus. Et puis ensuite, le discours par rapport à cette vision-là. Bon, je ne vois ni l'un ni l'autre aujourd'hui dans le cas français. En revanche, ce qui a un petit peu disparu, mais ça, c'est peut-être l'effet de la crise Covid et évidemment du Brexit, c'est l'idée que la France avait un levier au niveau européen pour peser sur certains types de décisions, avait un levier au niveau international, notamment grâce à la francophonie, et que tout ça est en train de disparaître. Sa diplomatie, progressivement, est en train de se banaliser, par exemple. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Frédéric, sur l'influence de la France au sein de l'Union européenne, sur les questions économiques, mais plus largement, qu'est-ce que, effectivement, comment vous qualifieriez cette... D'abord, les cartes sont rebattues, effectivement, avec le départ des Britanniques. Bon, historiquement, on assiste quand même à un glissement du centre de gravité de l'Union européenne vers le centre de l'Europe et donc vers l'Allemagne, forcément, avec l'élargissement des années 2000. Vers l'Est, oui. C'est pas juste géographique, c'est un fait. D'abord, on est plus nombreux. On part quand même d'une situation après le traité de Rome de 57 où on n'est que 6 membres fondateurs. Sur ces 6, seule la France pouvait être le leader incontesté. Pourquoi? Parce qu'il y en avait 3 qui n'avaient pas la taille critique, les 3 pays du Benelux. Les 2 autres, Italie et Allemagne, sortaient encore un peu récemment de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'étaient pas dans le camp des vainqueurs. Voilà, leur marge de manœuvre diplomatique restait plutôt sur un profil bas pendant quelques temps. Aujourd'hui, tout ça est très... Et puis il y avait le général de Gaulle qui arrive l'année suivante, après le traité de Rome, donc en 58, l'un des derniers géants de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça contribuait à ce que nous pensions que naturellement la France devait être le centre de gravité éternel de la construction européenne, et que d'ailleurs la construction européenne elle-même devait être un outil pour sublimer l'influence française dans le monde, que nous prendrions les décisions qui éclaireraient nos partenaires, et que nos partenaires derrière nous pousseraient pour ces idées-là. On est très loin de tout ça. Maintenant, nous sommes dans un jeu à 27 depuis que les Britanniques sont partis, qui oblige à tenir compte de tout le monde, à faire des alliances, à faire du réseau, à admettre un certain esprit de club avec tous les jeux d'influence, on en parlait, qui vont avec. Et là, il n'est pas sûr que nous soyons toujours à l'aise. Alors ça avance, ça progresse. Il faut une stratégie d'influence au sein de l'Union européenne. Pour ça, ça passe par l'écoute des autres, ça passe par la consultation permanente. On voit bien les résistances de plus en plus à une attitude qui consisterait à dire, bon, nous sommes bien tous d'accord, nous sommes la France, donc voilà. Même d'ailleurs avec le couple franco-allemand, ça ne marche plus vraiment comme ça. Ça n'a jamais existé, le couple franco-allemand. Si, il existe. Alors, c'est toujours le même problème, c'est qu'on ne peut rien faire si ces 2 pays ne sont pas d'accord, mais quand une fois qu'ils sont d'accord, ça ne suffit pas forcément. Oui. Et donc là, il y a vraiment un jeu très très subtil. Et bon, sur le dernier gros débat qui était le plan de relance européen, à l'issue du sommet de juillet dernier, alors on attend toujours l'argent, mais en même temps tout le monde a topé, c'était quand même une initiative franco-allemande. Pour le coup, c'est peut-être la dernière, parce qu'en plus Mme Merkel, elle va quitter le pouvoir en septembre. Donc, on sait pas les 2 grosses économies du continent. Ça c'est sûr. Sur le plan économique, il y en a d'autres. En termes d'influence, manifestement, on a aussi maintenant le président du Conseil italien qui, compte tenu de son parcours, etc., est quelqu'un qui compte en termes d'influence. Il y a toujours, les Britanniques sont dehors, mais ils vont continuer de peser sur certains dossiers. Genre sécurité, défense, tout ça, on ne peut pas faire grand-chose sans les Britanniques. On est très seuls. D'abord parce que nous sommes maintenant le seul pays de l'Union européenne à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul pays de l'Union européenne à être doté de l'arme nucléaire, etc. Il va bien falloir qu'on continue à travailler avec les Britanniques. Mais sur d'autres domaines,
la situation se complique pour nous. C'est-à-dire qu'on a des tas de petits pays que nous qualifions de petits pays, alors que justement, il n'y a pas de petits pays dans l'Union européenne. Il y a des coalitions très mouvantes avec un jeu de réciprocité permanent. Si on fait un sale coup à un pays, quel qu'il soit, un jour, la semaine suivante, il peut très bien nous renvoyer l'ascenseur sur un tout autre dossier, juste pour nous montrer qu'on n'a pas intérêt à jouer à ça. Donc ça, il faut vraiment qu'on intègre ça dans notre jeu diplomatique. On l'intègre de plus en plus. C'est bon, on ne va pas donner ces leçons à nos diplomates qui connaissent ça parfaitement, mais en revanche, il faut travailler sur notre image. Un dernier mot sur cette première partie, Grégory, les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises, pour le coup, elles sont nombreuses. Il y a plutôt plus de grandes multinationales dans les 500 premières boîtes du monde que françaises, que allemandes ou britanniques. Ça, c'est un atout par rapport à ma question sur l'influence, la contribution à l'influence de la France, ou au poids de la France, ou au statut de la France. C'est un atout ou c'est anecdotique? Si on compare encore une fois au modèle allemand et au rôle de la firme plutôt Mittelstand, intermédiaire. L'entreprise de taille intermédiaire, comme on dit joliment en français, voilà, ETI. Le compte n'y est pas, parce que nos grandes entreprises, elles misent sur leur développement à l'international sans forcément regarder derrière elles et chercher à emmener des entreprises qui seraient des sous-traitantes ou des entreprises qui seraient des partenaires, notamment en matière d'innovation. Mais de la même manière, les pouvoirs publics sont dans une logique d'attractivité territoriale, en particulier de mise en concurrence des territoires, de mise en concurrence des secteurs d'activité, et pas forcément de développement ou de déploiement à l'international. Et donc, à la fin du jeu, on va se retrouver avec, par exemple, on va former des étudiants pour qu'ils aient des doctorats, puis à la fin du jeu, ils vont se retrouver aux États-Unis. Ça, c'est un classique. Donc, on dépense beaucoup, hein, quand on se compare en termes de ressources sur certaines choses, comme la R&D, par exemple. Oui, on dépense beaucoup par rapport aux autres, mais on ne les garde pas, en fait. Et donc ça, en termes d'influence, l'influence, elle baisse, parce que vous attirez de moins en moins de jeunes pour faire des études, de doctorants, et puis ceux qui restent, soit ils restent et puis ils s'épuisent à chercher un poste, soit ils s'en vont. Et donc cette influence-là, au point de départ, par exemple, de l'innovation, c'est-à-dire le chercheur, elle a déjà disparu. La France n'est plus du tout attractive de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Après, on peut mettre tout l'argent qu'on veut, hein, mais si derrière on n'a pas les équipes, si derrière on n'est pas attractif de ce point de vue-là, déjà c'est compliqué. Et puis dernière chose, nos entreprises françaises, elles sont victimes de deux choses. La première, c'est qu'il y a une grosse partie de leur internationalisation qui s'est faite au prix, en fait, de l'entrée dans leur capital de financiers étrangers. Et donc déjà là, il y a une petite pression en plus par rapport aux autres, une pression liée à la financiarisation et aux exigences de rentabilité à court terme, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup le temps, en fait, pour être rentable dans nos investissements. Et puis la deuxième chose, c'est pas particulier à la France, mais vous voyez que dans le cas de l'Allemagne, ça se pose dans d'autres. On peut prendre le cas de Volkswagen. Volkswagen est quand même une entreprise qui est protégée par l'État, qui est publique. Voyez. Et puis la deuxième difficulté, mais ça c'est pas du registre de la France en tant que telle, mais plutôt de l'Europe, c'est que on a raté le tournant du numérique. Aujourd'hui, les grandes firmes influentes dans le monde sont soit dans des écosystèmes qui sont centrés sur les États-Unis, soit dans des écosystèmes qui sont centrés, grosso modo, sur la Chine et le Japon. Et donc là, de ce point de vue-là, être influent, ça passe déjà par la tentative de rentrer dans ces écosystèmes et d'y avoir des plateformes qui sont influentes elles-mêmes. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est un sujet plus... Là, c'est très difficile. Sur l'autonomie stratégique de l'Europe, il y a ces domaines-là, puis il y en a plein d'autres. On est vraiment entre la Chine et les États-Unis, et on n'existe pas. Et donc, on n'est pas dans les secteurs en forte croissance, donc ça limite de facto notre influence. Voilà. Alors, on marque une pause, on va se retrouver dans un instant. Je veux juste préciser que le classement top 50 là, que j'ai des entreprises les plus innovantes au monde, mené par le BCG, au départ, c'est un sondage. Donc, c'est un sondage qui est fait auprès de 1600 patrons, c'est pas avec moult critères, dans le monde. On leur demande quelles sont les entreprises les plus innovantes au monde, selon eux. Donc voilà, c'est aussi une question d'image. Je tenais à faire cette précision, donc il y a une dimension d'actualité en plus, parce qu'effectivement, le secteur de la pharmacie, notamment Pfizer, pour des raisons évidentes qu'on comprend aujourd'hui, est en forte progression dans ce classement. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant.
Retour dans l'IT Smart. Merci de rester avec nous, de rester fidèle à l'émission dans cette deuxième partie de l'émission, émission un peu spéciale consacrée notamment autour de ce livre, La France dans le monde, CNRS Édition. On a parlé de la contribution de l'économie française au statut de la France dans le monde. On voudrait s'intéresser plus à l'actualité plus récente dans cette deuxième partie. Comment la France va-t-elle, et son statut, son influence, son rôle dans le monde, va-t-elle sortir de cette séquence 2020-2021, sous-entendu crise sanitaire, crise économique, mais pas que, également, voilà, changement d'administration des États-Unis, changement de tonalité du discours extérieur de la Chine, mise en place du Brexit et voilà, plein d'autres sujets. Frédéric Charion, vous avez donc dirigé ce livre. Deux exemples, là encore pris dans l'actualité pour illustrer cette question du rôle de la France. Voilà, Biden, c'était hier, Joe Biden a annoncé le retrait américain d'Afghanistan. Pour le 11 septembre, évidemment, date symbolique, enfin d'ici au 11 septembre, date symbolique, un conflit qui aura duré 20 ans. Derrière, l'OTAN suit. L'OTAN dont la France fait partie. Un sujet, c'est-à-dire qu'on a une conséquence directe là, d'un changement d'administration aux États-Unis. Rien à voir. Dépêche de l'AFP ce matin, le président chinois participera demain à un sommet virtuel sur le climat avec les dirigeants français et allemands, à l'invitation d'Emmanuel Macron, a indiqué un porte-parole des Affaires étrangères. Donc là, on revient à l'action diplomatique de la France par rapport à notamment une espèce de situation à mi-chemin ou pas entre la Chine et les États-Unis, pas d'alignement et pas non plus ni d'un côté ni de l'autre. Ça reste la position officielle de la France au sein de l'Europe et au sein du monde par rapport à cette confrontation qui va grandissante entre les États-Unis et la Chine. Cette séquence 2020-2021, encore une fois, pas que le sanitaire, même si le sanitaire est évidemment au cœur du sujet. En quoi elle va faire impacter ce rôle, ce statut, cette situation de la France dans le monde, selon vous, en bien, en mal En bien et en mal, je ne sais pas, mais elle va l'impacter parce que je crois que le débat mondial s'est durci. Et c'est beaucoup durci sur ces derniers mois. Quand je dis qu'il s'est durci, ça veut dire par là que la confrontation entre les démocraties libérales et alors, soit les régimes autoritaires, soit les démocraties qui se disent illibérales, mais qui en réalité, on sent bien que dans leur esprit, en tout cas les leaders qui disent ça, l'illibéralisme n'est qu'un moyen de s'éloigner de la démocratie. Ce débat-là s'est durci terriblement. Alors, on le voit, ça nous pose des problèmes avec, y compris certains alliés, je pense à la Turquie. La Chine durcit le ton. On a eu des problèmes avec quelques chercheurs français récemment. Il n'y a pas que ces géants, hein, c'est une tendance à l'intimidation. C'est-à-dire qu'on a maintenant des régimes politiques et des pays qui nous demandent de cesser de parler de certains sujets ou de cesser de rencontrer des opposants. On l'a eu en Algérie encore ces dernières heures avec l'ambassadeur qui s'est fait tancer. Ouais. Le sommet qui a été annulé à la dernière minute. On sent, si vous voulez, que le débat se durcit. Donc quand on dit la France, ça c'était une formule, plus qu'une position officielle, d'ailleurs c'était une formule très juste de Hubert Védrine, ami, allié, mais pas aligné par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes évidemment des alliés des États-Unis, mais pour autant on ne refuse pas le... Ça va devenir assez difficile de tenir cette ligne, parce que justement ce débat s'est durci. Et qu'à un moment, il va falloir savoir dans quel camp on est. Et là, je crois que c'est vraiment ce qui marque profondément les derniers mois, parce que pendant très longtemps, un pays comme la Chine essayait quand même d'être encore très séduisant. Il ne tapait pas sur la table. C'est fini. Maintenant, on a vraiment un discours très, très dur, et je pense qu'on va avoir des dossiers concrets qui vont être compliqués. Taïwan, etc. On a déjà Hong Kong. On voit bien que la réaction, c'est « vous n'avez pas à parler de ça ». Bon, et les États-Unis eux-mêmes ont changé de ton, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune illusion sur le fait que le fait d'engager la Chine dans le commerce international, etc., va faire évoluer la Chine vers plus de souplesse, etc. Non, cette illusion n'existe plus. Donc les États-Unis eux-mêmes maintenant sont sur une logique de confrontation. Ça va être assez difficile. Avec les Russes, ça annonce aujourd'hui de sanctions contre une douzaine de personnalités russes. Oui, mais avec les Russes interdiction aussi, des banques américaines de financer indirectement le trésor russe. Enfin bref. Oui, mais dans le même. Oui, parce que la Russie teste aussi beaucoup, dans l'Atlantique, dans la Manche, etc. Les vols, les survols, les sous-marins, etc. Enfin, on sent que ça n'est pas facile, et je pense
que la question qui va se poser à un pays comme la France, ça va être effectivement, nous qui avons toujours évité soigneusement de choisir notre camp de façon trop alignée, va-t-on pouvoir encore le faire? Parce que là, il y a un moment où il va falloir peut-être choisir notre camp. Il y a toujours eu un affrontement entre les atlantistes et puis vous les appelez les Gaulos mitterrandiens, je ne sais pas quoi, bref, la ligne effectivement plus non alignée, entre guillemets, au sein des diplomaties françaises. Aussi bien du côté de la Turquie, y compris d'ailleurs sur des questions religieuses, et autres, que du côté russe, plus, c'est vrai, sur des aspects militaires, mais il y a aussi tout ce qui est fake news, troll, etc. Que du côté chinois, sur, alors là, plutôt un aspect censure et puis entrisme. Ça se durcit vraiment. Et on ne pourra pas éternellement dire, mais vous savez, nous, on est universaliste, etc. On l'a jamais fait complètement. On a toujours été très clairement un allié des États-Unis. À chaque fois qu'il fallait, sauf l'exception irakienne, parce qu'on estimait que c'était une guerre de choix, que rien ne justifiait la guerre des néoconservateurs à partir de 2003. Mais si Suez, un petit peu avant, ils ne nous avaient pas franchement soutenus. C'est vrai, mais c'est nous qui avons commencé. Non, mais sur le reste, je veux dire, on a toujours été avec eux au moment où il le fallait. Là, je pense que ça ne va pas juste être des crises ponctuelles, ça va être beaucoup plus structurant et donc ça va être compliqué de rester sur cette ligne. Grégory, tout à l'heure vous évoquiez deux sujets notamment, le déclassement de la France, en tout cas l'absence de la France en matière d'innovation pharmaceutique, en soulignant que on était seul pays au Conseil de sécurité de ne pas avoir sa propre solution vaccinale, et en soulignant également que sur toute la révolution numérique, on était un petit peu malheureusement hors du jeu. Il y a ces deux sujets qui sont ce que j'appelais la séquence 2020-2021, on est en plein là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez le sentiment que voilà, la France sort soit renforcée, soit affaiblie de cette séquence? Non, vous avez 2 minutes comme d'habitude. Moi je pense qu'il y a deux éléments qui sont à mon avis structurants et on va avoir beaucoup de mal à se sortir de ça. D'abord c'est la faillite de l'État néolibéral qui a mis en concurrence tout le monde, y compris au niveau sanitaire, et on voit le résultat à la fin du jeu. Et puis la deuxième chose, et alors là c'est un peu plus profond encore, c'est la perte de crédibilité du discours, la prise de crédibilité du discours au niveau interne. Très clairement, la séquence manque de masques, manque de tests, manque de lits, manque de vaccins est catastrophique. Je pense que la population française, les entreprises françaises, les individus, les jeunes perdent confiance très clairement. Et ça, c'est très dangereux, notamment pour maintenir l'influence du pays dans le monde, mais aussi pour construire une nation, pour le dire simplement. En plus, on a infantilisé une grande partie des individus. Je vous rappelle qu'on est l'un des rares pays au monde à avoir encore des attestations de sortie. Enfin, ce genre de choses pèse d'un point de vue des relations, ne serait-ce que sociales. Ce que vous dites, c'est que la cohésion du pays est plutôt mise à mal par cette séquence, et que ça ne peut pas être une bonne chose par rapport à la projection ensuite de l'image ou de l'influence du pays. De toute façon. Après, deuxième élément quand même qu'il faut pas négliger, et je reviens vers ce que vous avez dit sur la question des démocraties libérales, il me semble que la France n'est pas exemplaire en la matière depuis le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des pertes de liberté, notamment de circulation qui ont lieu. Il y a des formes de violence des deux côtés, mais excusez-moi, un État doit maîtriser la violence légitime qu'il utilise, mais il doit la maîtriser. C'est dans la Constitution française. Tout cela aussi pose problème, et évidemment, les groupes qui luttent contre à la fois les leaders de ces démocraties dites illibérales d'un côté et contre les dictatures de l'autre, ont beaucoup de mal à s'appuyer sur ce qui se passe en France, parce qu'on va leur dire, mais regardez ce qui se passe en France. Oui, alors voilà. On a toujours mieux, on a toujours moins bien. C'est toujours mieux, moins bien, globalement, on est encore du bon côté. On ne peut même plus avoir ce discours un petit peu universaliste qui dit, mais regardez, au moins devant chez nous, c'est propre. Bon. Dernière chose, notre modèle social est en grave danger. Pas seulement parce qu'il est sciemment démantelé. Encore une fois, on nous a annoncé il y a quelques semaines la baisse de 17%, quand même 17% des allocations chômage pour plus d'1 million de personnes une fois la réforme mise en œuvre. C'est l'explosion de la pauvreté. Et donc, sur tous ces critères-là, la crédibilité de la parole publique d'un côté, la protection des trajectoires économiques et sociales, donc la protection sociale de l'autre, et enfin, le fait que nous sommes une démocratie libérale qui est apaisée et dans laquelle, normalement, on doit être capable de discuter. Enfin, même avec les allocations au chômage à moins 17% pour une partie des gens, on reste le pays où elles sont les plus importantes. Mais ces trois éléments-là, ils vont jouer à long terme sur la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et ça, pour le rebond, c'est pas très bon. Voilà.
Vous disiez ça va se durcir, vous étiez plus dans une logique de relations internationales, Frédéric, tout à l'heure. Au niveau interne aussi, ça va se durcir, Ouais. je pense. Je pense parce que il y a deux discours très très différents. Il y a vraiment deux pays. Enfin, c'est vrai partout. Regardez les États-Unis, à quel point ils sont clivés aujourd'hui. Enfin, c'est bien pire que nous. Et même en Grande-Bretagne, entre ceux qui étaient contre le Brexit et ceux qui étaient pour. Enfin, on est plusieurs démocraties occidentales aujourd'hui à se demander comment on va recoller les morceaux entre deux pays. En réalité, ça a toujours été un petit peu le cas. Il y a toujours eu Après, ça peut bouger vite. Je parlais de la situation italienne. On est passé d'un truc ultra fragmenté avec un parti anti-système à la tête de l'État quasiment, les 5 étoiles. Maintenant, on a quasiment une union nationale derrière 80% de la classe politique qui soutient Mario Draghi. C'est peut-être temporaire, mais... La question de l'unité nationale, elle va se poser dans beaucoup de démocraties. D'abord parce que le jeu politique est exacerbé quand même par les réseaux sociaux, la prise d'expression de chacun, et puis la montée un petit peu aux extrêmes du fait des réseaux sociaux. Enfin, là où quelqu'un pouvait avoir un coup de colère, voire jeter un verre d'eau sur l'écran de télé quand un type disait quelqu'un, etc. Et puis le lendemain, il était calmé. Aujourd'hui, le lendemain, il reste tout. Là encore, c'est pas une spécificité française. Sur les réseaux sociaux, donc ça ne contribue pas à un apaisement général. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a vraiment deux discours en France aujourd'hui. On a un discours d'une partie du pays qui dit ça va pas si mal que ça. D'abord, effectivement, on a beaucoup de commerçants, de gens qui travaillent, qui disent on a été très protégés. Par le gouvernement, par ce à quoi nous avions droit pour nous soutenir pendant cette crise, y compris des restaurateurs, y compris des gens qui ont été touchés très durement, qui sont fermés depuis maintenant des semaines et des semaines. Il y en a quand même qui disent oui, c'est vrai, heureusement qu'on a ce modèle-là en France. Et puis vous avez toute une autre partie du pays qui crie à une déroute, à un juin 40 sanitaire, etc., etc. Donc là alors, soit on considère que c'est pas grave, ça fait partie du débat public et que c'est très bien que nous soyons un pays où on débat comme ça, mais à condition de pouvoir se retrouver après. Et là, la grande question, c'est de savoir si on va pouvoir se retrouver après. Moi, ce qui me fait très peur, ce sont d'autres clivages. Par exemple, il risque d'y avoir un clivage générationnel. Pas seulement en France, en Europe et ailleurs. Vous avez des jeunes qui considèrent qu'on les a un peu sacrifiés pour sauver les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés. Vous avez des plus âgés qui considèrent que les jeunes n'ont peut-être pas toujours été très, très prudents dans leurs attitudes et que du coup ça... Ça, c'est très lié à la chrétianité. On peut imaginer que ça se calme une fois que celle-ci est derrière nous, on l'espère. Oui, mais il faudra le calmer. Il faudra pas que ça disparaîtra pas par un coup de baguette magique. Donc voilà, on va avoir des crises internes. Il y a aussi tout le débat sur le religieux. On voit bien que nous avons même du mal à faire passer ce message, notre message de laïcité, etc., y compris auprès de nos propres alliés. Dans le monde musulman, souvent d'ailleurs pour des raisons de vocabulaire. Il n'y a pas de traduction littérale. Voilà, Gilles Kepel et d'autres le soulignaient, c'est-à-dire que l'islamisme traduit en arabe, ça revient à islam. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi nous luttons contre l'islamisme, surtout si on comprend contre l'islam. Le terme de laïcité n'est pas facile non plus à exporter, c'est pas secularism. Et donc, nous voyons bien que là, nous avons aussi une difficulté à recevoir des soutiens. C'est-à-dire que nous devons nous expliquer dans certains pays qui nous demandent des explications. Nos propres alliés, on le voit bien, le New York Times, etc., c'était la couverture de l'assassinat de Samuel Paty avait été assez révélateur du fossé qui peut se creuser. Donc dans un autre genre, il n'y a pas grand monde qui comprend aussi la décision de la Cour de cassation autour de Madame Halimi. Non mais voilà, on est également dans le monde anglo-saxon. Effectivement, ces sujets-là sont très... Garde, ça je crois quand même c'est important. Prenons garde parce que je reviens sur ce que Grégory disait tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on a des défauts. Mais prenons garde à ne pas non plus pas non plus tout relativiser à l'extrême. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut faire mieux, bien sûr qu'il y a des choses intolérables, bien sûr. Mais d'abord, on est dans un pays où on a le droit de le dire. C'est-à-dire qu'il peut se créer une commission, il peut se créer un truc de consommateur, tout ce que vous voulez pour dire cette situation est inacceptable. Donc attention non plus à ne pas nous mettre nous-mêmes au même niveau que des pays où s'il y a un type qui dit quelque chose de travers, c'est le camp de redressement immédiat. Donc voilà. Bon, c'est pas non plus la situation en Hongrie, en Pologne que vous décrivez, mais c'en est plus proche que chez nous, évidemment. C'est vrai qu'on a beaucoup de progrès à faire et qu'il faut toujours être très vigilant, et qu'on peut peut-être nous donner des leçons, mais il faut regarder parfois aussi d'où viennent les leçons. Voilà. Grégory, tout à l'heure, encore une fois, dans la première partie de l'émission, vous parlez fiscalité.
C'était une spécificité française. Et je voudrais revenir sur cette séquence. Voilà, il y a eu le sanitaire, mais il y a eu aussi le changement d'administration américaine. Vous nous disiez, voilà, on était les champions de l'impôt au sens non seulement le niveau de l'impôt, mais également l'invention de l'impôt, la créativité fiscale, évidemment. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui donnent le ton. Ouais. Alors là, c'est tout récent, en tout cas en termes de parole publique, puisque ça date d'il y a même pas 15 jours. À la fois, volonté de l'administration américaine de relever l'impôt sur les sociétés, de relever l'impôt sur les plus revenus et d'instaurer un impôt mondial minimum pour les multinationales et lutter contre... voilà. Ça, c'est une perte d'influence de la France ou au contraire, c'est l'influence de la France par rapport à... Clairement, alors pas seulement de la France, hein, les pays d'Europe sont incapables de retenir la matière fiscale de l'activité économique qu'ils génèrent eux-mêmes, notamment dans le numérique. Pourtant, c'est les Européens qui ont amené à l'OCDE la discussion sur la taxe GAFA, sur l'impôt. Ils ont amené la discussion à des niveaux de taxation tels que l'Irlande était heureuse de cette discussion. Je le dis de manière gentille, mais les États-Unis, quand ils mettent sur la table un impôt mondial universel, d'abord, ils ont en tête la même chose qu'ils font. Ils le font déjà au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a un impôt universel mondial, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, en plus, si jamais cette loi est passée d'ailleurs, le niveau de taxation des profits des entreprises serait le plus élevé au monde, dans le monde de l'OCDE. Oui. Parce qu'il faut rajouter aussi les taxes locales des États. Oui. Alors, on n'y est pas. On n'y est pas. Soyons prudents. Mais ça traduit quand même... Encore une fois, une perte d'influence. Alors, une perte d'influence interne. Ouais. C'est-à-dire que les États d'Europe sont désormais incapables de retenir la matière fiscale qui est générée par la propre activité de leur pays. C'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. On est capable de quasiment payer notre impôt avec une carte bleue sans contact à la maison. Donc, l'impôt du revenu des personnes physiques est totalement légitime. En revanche, l'impôt des entreprises, puisqu'il y a de l'évitement fiscal, de la fraude, de l'évasion, il est illégitime. Il y a quelque chose qui est quand même en Amérique aussi, le taux d'imposition des sociétés réelles et le taux facial, il y a rien non plus. Je vous ferai juste remarquer que la dernière mandature, la mandature de Donald Trump a permis de rapatrier des profits qui étaient générés en Europe, qui n'ont pas été prélevés sous forme d'impôts en Europe par des firmes transnationales du numérique américaine. Et ça s'est retrouvé 100 milliards d'euros, de dollars, aux États-Unis. Donc, à la fin du jeu, il se passe quand même des choses au niveau de la capacité d'influence. Alors là, pour le coup, sur un élément majeur de l'État, de la souveraineté, qui est le prélèvement de la ressource, de la contribution en fait des individus et des agents économiques, au bien-être collectif. Donc ça, c'est quand même un élément qui est assez troublant. Et triple hélas, je pense que très vite, les pays d'Europe vont se retrouver un petit peu cornerisés, parce que les autres, ils ont vraiment envie qu'on augmente la taxation de ces activités-là, parce qu'ils ont ces activités-là, ils les ont sur leur territoire. Et donc ils ont vraiment besoin, pour soutenir le développement, l'innovation, ils ont vraiment besoin qu'on les finance. Et j'ai peur que, hélas, l'Union européenne soit encore entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire d'un côté ceux qui disent il faut maintenir la compétitivité, la concurrence, donc on ne touche pas, et de l'autre ceux qui vont dire oui, mais moi quand je le fais tout seul chez moi, je suis plus efficace. Et donc là, de ce point de vue-là, encore une fois... ce sera un des débats économiques des prochains mois, des prochaines années au sein de l'Union européenne, évidemment, notamment sous l'influence de ces propositions américaines. Il nous reste 5 minutes à peine. Je voudrais regarder 2-3 autres sujets d'actualité sous l'œil, avec le regard de la souveraineté et de la place de la France dans le monde. C'est l'after. Allez, pour commencer, c'était hier Clément Beaune, notre ministre des Affaires européennes, qui veut voir le verre à moitié plein en matière de politique vaccinale. De son point de vue, c'est assez logique. Qui se réjouit. Il y a aussi de très bonnes nouvelles. Plus de 7 millions de doses Pfizer supplémentaires pour la France livrées entre avril et juin. Et c'est le fait d'acheter ensemble qui permet cette avancée. Il réagissait à un tweet de la présidente de la Commission qui annonçait ces 50 millions de doses supplémentaires sur le deuxième trimestre pour l'ensemble de l'Union européenne, dont 7 millions donc pour la France. Sur le sujet vaccin, Grégory l'a évoqué tout à l'heure. Si on mélange vaccin et la France dans le monde, ça donne quoi, selon vous, la situation à mi-avril? Le mélange, ça nous donne que la France, c'est pas le pays le plus rapide dans le monde pour obtenir les vaccins, pour vacciner. Non, je crois que ce qui est embêtant, c'est ce sentiment, effectivement, mais Grégory l'a dit un petit peu tout à l'heure, de la part de la population, qu'on a raté plusieurs étapes. On s'est déjà étonné de ne pas trouver de gel ou de masque. C'était il y a un an. On a découvert qu'on est très, très dépendant d'autres pays, y compris pour ça. D'ailleurs, on est aussi dépendant pour le paracétamol, etc. Bon. Donc là, il y a eu une prise de conscience, mais après, on s'est dit, bon, avec le test... on va faire mieux, on va se rattraper sur le test. On ne s'est pas vraiment rattrapé sur le test.
Ensuite, on s'est dit, mais là, pour les vaccins, on va voir ce qu'on va voir, parce que quand même, le système de santé français, etc., pas extraordinaire non plus. Et évidemment, tout ça pose un problème. Ça veut dire que, alors de toute façon, ce qui est dans le monde, si on reprend une perspective internationale, il y a une compétition entre différents types de régimes qui veulent chacun montrer qu'il est plus efficace que les autres. Les régimes autoritaires veulent montrer que par leur discipline, ils vont s'en sortir plus vite que les autres. Les démocraties veulent montrer que par l'innovation, la liberté de la recherche, la transparence de l'information, on s'en sort plus rapidement que d'autres. On n'a pas encore le résultat du match. Je pense quand même que les démocraties... Nous, on est entre les deux, là, pour l'instant. Les démocraties dont on fait partie vont le gagner. En revanche, ce qui est certain, c'est que les régimes populistes, le style populiste s'est quand même effondré. Il n'y a pas eu une bonne gestion, ni au Brésil, ni ailleurs. Les vaccins, vous aviez dit 2 mots, je ne relance pas sur les vaccins. On parlait industrie. Dépêche Reuters, ce matin, TSMC. TSMC, c'est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs, une entreprise de Taïwan qui a annoncé une progression de son bénéfice de 19% au premier trimestre et qui, pourtant, assure que, enfin, en tout cas, rappelle que les pénuries en matière de puces électroniques risquent d'aller jusqu'à 2022. Encore une fois, c'est le numéro 1 mondial. Ce sujet, pénurie de semi-conducteurs, au regard de la thématique du jour, la France dans le monde, vous inspire quoi, Grégory, rapidement? Crucial. Premièrement, c'est la création du gouvernement de Taïwan, qui a voulu son indépendance. Pourquoi? Pour créer, moi, ce que j'appelle une matière première, parce que c'est aujourd'hui devenu une matière première, les puces électroniques, et pour garantir son indépendance. Deuxièmement, c'est à Taïwan, c'est-à-dire à quelques enclavures de la Chine. Donc, d'autant plus important que nous sommes dépendants de ces entreprises-là. Troisième élément, l'électronique grand public ne peut pas se passer de ces éléments-là. Et en fait, ce que j'ai en tête, c'est très simple. Je vais reprendre la phrase de Churchill en 1913, quand il était chancelier de l'Amirauté. En matière de pétrole, une seule chose compte, diversité, diversité, diversité. Autrement dit, il faut qu'on crée, si on ne les a pas encore, des champions européens dans ce domaine-là, et il faut qu'on s'approvisionne de manière diversifiée pour éviter quoi? Pour éviter la pénurie. Ou alors on fait des stocks. Et ces stocks-là, rappelez-vous, peut-être que vous ne savez pas, Huawei les a fait parce que Huawei a eu des problèmes d'approvisionnement quand Donald Trump a tapé sur Huawei. Et une partie de ces problèmes-là proviennent des stocks qui ont été faits par Huawei. Vous voyez? Donc à la fin du jeu, on se reprend en plein boomerang, en plein visage, des décisions qui ont été prises par d'autres. Et parmi les constructeurs automobiles, c'est Toyota qui a inventé le zéro stock, qui sur les questions des semi-conducteurs, était celui qui avait fait le plus de stock, paradoxalement, comme quoi ils avaient pensé au coup d'avance. Allez, pour terminer, avec un sourire, je prendrai le train couchette Paris-Nice dès que la ligne rouvrira. C'est ce qu'a promis Jean Castex, c'est le Premier ministre de la France, ce matin, lors de la signature du contrat de relance et de transition écologique avec le président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Est-ce que le fait que le Premier ministre nous annonce qu'il va prendre un train couchette, dans une grande annonce de politique nationale, et pas quelque chose de totalement dérisoire par rapport à ce qui devrait, il devrait pas être plutôt en train d'essayer de nous promettre d'inaugurer des usines de semi-conducteurs. Rapidement, est-ce qu'on n'est pas de temps en temps un petit peu à côté de la plaque sur les vraies questions en 2021? Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent qu'il faut aussi se préoccuper. C'est un vrai sujet pour certaines personnes. Alors on a un Premier ministre, on ne peut pas dire qu'on a un Premier ministre qui ne se couche pas, parce qu'il prend les trains couchettes. Ouais. Mais je ne sais pas, je crois qu'il ne faut pas non plus être obnubilé tout le temps par le Covid ou les par le Covid, je ne pensais pas, mais je pensais plutôt les industries du futur, je sais pas quoi. C'est pas le sujet auquel j'aurais pensé. L'hydrogène, la voiture autonome, tiens, ce matin, l'Estonie annonce le premier véhicule autonome mis en... Ouais. Bon. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surprenant pour aller à Perpignan de passer par Nice, mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais il n'est pas obligé d'aller chez lui. Il y a des effets d'annonce sur le fait que la France tient compte de ses engagements, notamment en matière environnementale, et que c'est vrai que le train de nuit est un élément. J'aurais préféré qu'il annonce la rouverture, voire l'extension de l'autoroute ferroviaire entre l'Espagne et le nord de la France. Je pense que c'est peut-être un autre sujet. Il ne faut pas qu'on soit trop en retard sur les questions environnementales avec une vision trop passéiste. Je pense pas que ce soit le cas du Premier ministre, mais on a par exemple des partis environnementalistes en France qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui dans l'actualité sur les sujets comment trouver les technologies qui permettront d'éviter le réchauffement climatique. Ils sont quand même sur d'autres polémiques. Et je crains qu'en France, on soit... Nous, on est, en tout cas, le Premier ministre est sur le train couchette à suivre. Alors, merci. Merci, messieurs. Je rappelle le titre de votre livre, La France dans le monde. Je rappelle surtout que c'est chez CNRS Éditions, donc sous la direction de Frédéric Charillon, qui était mon invité. Merci, Grégory Vanel. Merci. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain, même heure sur Bismart. À demain.